Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité aujourd'hui. Charles Aznavour aurait eu exactement 100 ans. Il a un jour chanté, hier encore, j'avais 20 ans. Il les a moralement gardés jusqu'au bout. Vous en avez été le témoin privilégié, amical et professionnel. Bonjour Gérard Davoust. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que vous avez bien connu et pendant des décennies Charles Aznavour. C'est pour ça que je ne comptais pas évoquer Charles Aznavour sans vous recevoir pour parler du chanteur, du comédien, mais aussi de l'homme. Car vous avez une longue amitié avec lui, je crois. Nous avons collaboré pendant 42 ans. Seulement, oui. Seulement, oui. Et jamais j'aurais imaginé, quand j'ai été d'abord un fan, quand j'avais 13 ou 14 ans, les premières chansons passaient à la radio et je découvrais quelqu'un qui disait des choses très nouvelles pour les chansons de l'époque et en même temps qui swingait, qui faisait... Et ça sortait tout à fait de l'ordinaire. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert qu'il y avait eu des campagnes de presse, qu'il y avait eu... Parce que en province, à Nice, ça ne nous atteignait pas, ça. On ne savait pas qu'il n'était pas bien accueilli. Alors ça, on va en parler justement, parce que le principe des clés de vie, c'est 4 dates. Et la première que j'ai choisie, elle est récente. C'est le 26 octobre 2017. Ce jour-là, Charles Aznavour est à Jérusalem et il reçoit des mains du président israélien la médaille Raoul Wallenberg qui symbolise ses parents qui ont été des justes. Et ça, je crois que pour Charles, c'est très important. Il avait chez lui une planche de timbre avec ses parents. Oui, mais sa maman a transporté dans une voiture d'enfant quelquefois des armes, et puis surtout il se débarrassait. Il y avait des Arméniens qui venaient forcément se réfugier car ils fuyaient, ils avaient été enrôlés de force dans l'armée allemande et ils fuyaient cette armée-là, et donc il fallait détruire les vêtements militaires allemands, et c'était en les découpant en petits morceaux et en les mettant dans les égouts. Et Charles faisait ça la nuit à l'insu des Allemands. Oui, il aidait, c'était son père et sa mère surtout, hein, mais il les aidait bien sûr. Alors, il jouait aux échecs avec quelqu'un qui était chez ses parents, et c'est Missak Manouchian, qui est aujourd'hui au Panthéon. Absolument, et ça... Moi, j'ai beaucoup, je ne suis pas le seul, regretté que Charles ne voit pas son maître échec à devenir panthéonien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que le père Micha, le père de Charles, était dans la résistance à sa façon. Oui, mais en fait, Micha a joué, a appris à Charles les échecs. Et oui, son père a aussi collaboré, enfin pas collaboré, au contraire, c'est pas le bon mot aujourd'hui. Non. Alors il se trouve aussi que la musique c'est une affaire de famille, puisque je crois que le père de Charles Aznavour, Micha, avait un restaurant, le Caucase, oui, où tous les soirs on chantait. Ah, c'était même un petit peu comme ça. Charles le Premier le disait, l'a écrit dans ses biographies. Papa a ruiné la maison par sa générosité et un peu son inconscience, car il a invité notamment les jeunes étudiants russes et de cette région-là, qui buvaient évidemment beaucoup et qui ne payaient jamais aucune addition. C'est-à-dire que les notes de musique qu'ils connaissaient, les autres pas du tout. Alors, et d'ailleurs, je crois qu'il y avait un client, et Charles Aznavour m'a raconté un soir qu'un client avait joué une musique, et plus tard, eh bien, Charles s'en est inspiré pour une chanson. Jouez, Digane, jouez pour moi, avec plus de flammes. Les deux guitares, ça vient de l'enfance de Charles Aznavour, Gérard Davoust. Oui, en plus, vous ne le saviez pas, mais c'est ma préférée. Ah, elle est magnifique. C'est lui, et en même temps, c'est le voyageur sans bagage. Il avait eu envie d'ailleurs de reprendre cette pièce à un moment où il avait envie de faire du théâtre, car il n'avait jamais vraiment quitté le théâtre, il aimait le théâtre et il était un chanteur-comédien extraordinaire. Oui, et d'ailleurs le théâtre il l'a appris parce qu'il a été à l'école du spectacle où on travaillait le matin et l'après-midi on apprenait le métier de comédien. Absolument.
Et je crois qu'il a débuté d'ailleurs dans une pièce où il jouait Henri IV enfant. C'est quand il avait 8 ans. Oui, avec quand même Pierre Freinet. Et c'était à Marigny. oui. Et c'est vrai qu'il a toujours eu envie de faire du spectacle, Charles Aznavour. Et il avait le spectacle dans la peau, le plaisir du jeu, et c'est ce qui en a fait un grand artiste, un grand acteur, qui malheureusement pendant longtemps n'avait pas le physique pour pouvoir jouer les jeunes premiers. Tout a beaucoup changé, mais on avait dit déjà à Belmondo qu'il n'avait pas le physique pour être un séducteur. Et Charles était un comédien naturel incroyable. Oui, alors il a démarré à 13 ans en Provence dans une troupe qui s'appelait les Cigalounettes, je crois. Les Cigaloun et les Cigalounettes. Oui. Le masculin et le féminin. Oui, dans la Haute-Provence. Et sa sœur y était aussi d'ailleurs. Aïda, oui. Aïda, qui est toujours de ce monde et qui a fêté ses 101 ans il y a quelques mois. Et donc, dans ce spectacle, il était en première partie, il avait 13 ans. Et je crois qu'Aznavour, Gérard Davoust, imitait Charlie Chaplin, Félix Mayol. Ah, il faisait tout ce qu'il pouvait faire qui tenait de la comédie. Comme il disait, il n'avait pas une grande voix. La grande voix, il se l'est fabriquée. Et quand on l'entend aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il avait été si moqué, parce qu'il n'avait pas de voix. Lui-même le disait d'avance, avant qu'on le lui dise. Et il a travaillé, et quand on l'entend aujourd'hui, les enregistrements démontrent qu'il a gagné largement, élargi sa tessiture. Alors, il se trouve que les débuts aussi de Charles Aznavour dans la chanson, il le doit à un club de la chanson qui était une association où Aïda l'a un jour emmené, je crois, Gérard Davoust. Oui, elle était très proche de l'animateur, qui d'ailleurs est après devenu le manager de Charles. Oui, et en même temps, il y avait comme président de l'association un certain Pierre Roche, qui était un pianiste et dont Charles fait la connaissance. Oui, et c'est là qu'ils se sont mis à faire des chansons. Mais c'est le point de départ pour faire le duo. Mais c'était pas un duo qui avait été tout à fait prévu. C'est les circonstances qui l'ont fait. Ils étaient devenus un duo presque par force de ce seul. Ni l'un ni l'autre ne pouvait fonctionner. Ils faisaient, pour faire des tours de chant, il fallait encore avoir des chansons à l'époque. Oui. Et ils avaient fait le tour des éditeurs, et les auteurs, compositeurs n'avaient pas envie de donner à ces gens-là qui jugeaient avec assez peu de talent. Et Charles, étant Charles, a dit, puisqu'on ne veut pas nous en donner, nous les ferons nous-mêmes. Oui, et je crois d'ailleurs qu'ils ont débuté par hasard. Ils sont un jour dans les coulisses d'une salle de province, une salle paroissiale, et la présentatrice les aperçoit et les envoie sur scène, ce qui n'était pas prévu. Oui, c'était surtout que elle devait présenter Roche et Aznavour, et elle a présenté Roger Aznavour. Voilà. Et donc, ils sont arrivés sur scène alors qu'ils ne voulaient pas chanter, et ils ont improvisé avec du traînet, je crois. Oui, absolument. Et à partir de là... Je n'y étais pas, mais il voulait le raconter lui-même. Et il se trouve après qu'ils ont commencé à faire des chansons, et je crois que le premier succès, ils le doivent à Georges Hulmer, une chanson qui s'appelait J'ai bu. Bien sûr, J'ai bu a été un grand succès. Georges Hulmer était une grande vedette à la Libération. Vraiment, et il avait un talent formidable, et Charles m'a souvent dit qu'il s'était inspiré du Hulmer, qui avait le premier sans doute été le chanteur qui jouait la comédie en même temps. Il se trouve aussi qu'il y a une chanson du duo qui a marqué Charles, c'est celle-ci. Avec des pas, il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Le Feutre Topé, il se trouve qu'en 1947, le 5 janvier exactement, il participe à une émission de radio d'amour et d'eau fraîche, que dans la salle il y a Édith Piaf et qu'elle est fascinée par cette chanson et par Charles Aznavour. Absolument, c'est la rencontre. Il ne se quitte pas ce jour-là. Elle ne croit pas qu'il est capable de danser la valse à l'envers. Il lui démontre que si et comment.
Et à partir de là, ils ne se sont plus quittés pour un temps. Voilà. Il se trouve qu'elle l'emmène en tournée, Roche et Aznavour, qu'elle part aux États-Unis et elle dit les enfants rejoignez-moi. Et Roche et Aznavour prennent Piaf au mot. Et là, ce drame commence. Oui, alors d'abord elle a été étonnée qu'ils aient réussi à arriver et puis elle savait pas tellement quoi en faire. En fait, elle était tombée amoureuse de Marcel Cerdan, elle pensait qu'à ça. Et elle pensait qu'à ça, en effet. Et donc elle était surprise et malgré son amitié, elle ne savait pas quoi en faire. Elle a appelé au Québec, à Montréal, à quelqu'un qu'elle connaissait, chez qui elle avait déjà chanté, en lui disant « J'ai un duo formidable, là, il faut que tu les prennes ». Et elle les a expédiés à Montréal. Et ils y sont restés au moins 2 ou 3 années. Oui. Et ils ont commencé à devenir vedettes, là, si on peut dire. Oui, en même temps... Première carrière. Pierre Roche est tombé amoureux d'une chanteuse qui s'appelait Aglaé, donc Charles est rentré tout seul en France. Oui, et lui est resté là-bas et il n'entendait pas poursuivre beaucoup. En même temps, Piaf disait on ne fait pas une carrière à deux, et Piaf l'a beaucoup encouragé à chanter tout seul. Eh bien, on va en reparler à travers une autre date, le 1er juin 1955. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Davoust pour parler de Charles Aznavour. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gérard Davoust. On célèbre aujourd'hui les 100 ans de Charles Aznavour. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui en ce 22 mai. Vous l'avez connu pendant 42 ans de manière amicale et professionnelle, au quotidien. Donc vous me sembliez l'invité idéal pour évoquer Aznavour à travers des dates. Le 1er juin 1955 est une date importante dans sa carrière, car ce soir-là, il est sur la scène de l'Olympia et il crée cette chanson. Les orgues qui chantaient face à Dieu qui priait, heureux, je t'attends. Sur ma vie, qui a été son premier grand succès. Et je crois que Bruno Cocatrix a insisté pour qu'il crée cette chanson, Gérard Davoust. Oui, c'est peut-être pas exactement ça. C'est que à un moment, on peut pas imaginer ça, et pourtant c'est la réalité. Charles est mal reçu des radios et de la presse. À l'époque, c'est très mordant. On n'imagine pas la brutalité avec laquelle on pouvait exécuter quelqu'un. C'était même attendu comme ça, puisque les principes à la radio publique qui, dans la rue, faisait les émissions en direct, faisaient le crochet, les fameux crochets, et en plein champ, le public, quelquefois, criait crochet, il fallait que la personne s'arrête. Donc, Charles a vécu ce genre de torture épouvantable, et il n'était pas reconnu aussi parce qu'il était parmi les précurseurs, après Jean Sablon, qui chantait avec un micro. Or, on considérait encore que le chant, on n'a pas besoin de prothèse. Et c'était les grandes voix de l'opéra, c'était les ténors, et donc quelqu'un qui avait un micro, il fallait pas qu'il chante. Ouais. Et c'est en partant de ça qu'il a eu tellement de critiques. Et il arrive au point où justement, il se dit, bien, nous n'y arriverons pas, Roche et moi tout seul, j'ai étouffé, je vais continuer à faire des chansons parce que ça marchait très bien, tout le monde lui demandait des chansons. Et vous avez cité Georges Hulmer qui a été sans doute son premier interprète à succès, mais après il y a eu beaucoup de gens. Et donc il dit à son éditeur Raoul Breton, qui était aussi son ami, j'ai compris, je vais m'arrêter là, je souhaite la direction de l'édition, je recevrai les gens et puis j'écrirai des chansons et voilà, j'oublie ma carrière. Et là, Raoul Breton lui dit, qui croyait énormément et dur comme fer en lui, mais ça c'est acquis, de toute façon, tu l'auras, rien ne presse, essaye encore une année. Et c'est à ce moment, dans cette année-là, qu'il a écrit sur ma vie et que ça a accroché. Voilà. On l'appelait à l'époque le crucifié du traversin ou l'enroué vers l'or. Eh oui. Alors, il faut savoir aussi que Piaf l'a beaucoup aidé, car est revenu en France, il a vécu 8 ans chez Piaf, sans être son amant, disait-il. Absolument, je pense qu'il avait raison. Et il a beaucoup observé Piaf, elle lui donnait de l'argent pour sortir, il a été son régisseur, il doit beaucoup à Piaf.
Oui, mais il l'a toujours reconnue comme la grande sœur. Oui. Et c'est vrai que, d'ailleurs, quand il a vu le film sur Piaf, où on la voit alcoolique et droguée, c'est faux. Et bien sûr que c'était faux, il a été très très choqué par ce film qui n'était pas du tout la réalité, parce que, en effet, Edith aimait bien boire, mais jamais elle s'est droguée. Voilà. De même, c'est chez Edith qu'il a fait la connaissance de Beko, tout aussi débutant. Oui, exactement. Et ils ont fini par écrire, alors qu'ils étaient dans le salon où ils attendaient. Elle venait de se marier avec Jacques Pils, et il attendait qu'elle apparaisse. Oui. Et comme elle ne venait pas, ils ont écrit une chanson ensemble. Et après, ils ont fait une quinzaine de très belles chansons qu'ils ont chantées, ce qui est assez rare, tous les deux, et chacun à leur façon. Voilà. Il se trouve aussi que lorsque Piaf arrivait, on cachait les partitions, parce que sinon elle aurait pris les chansons pour elle. Et il se trouve... Alors il y a aussi des choses extraordinaires, Aznavour me l'a un jour raconté. Quand il écrivait une chanson pour une femme, Piaf disait OK, mais sans parler de la chanson. Oui. Et puis quand il lui a montré Joël et Dimanche, elle n'en a pas voulu. Et il était un peu déçu. Il l'a montré à Gilles Gréco, qui a sauté dessus, et elle lui a reproché, il dit, ça illustrait sa capacité de mauvaise foi. Elle m'a dit, mon cochon, tu aurais pu me la montrer, celle-là. Et il a répondu, mais Edith, vous me l'avez refusée. Ah bon? Eh ben, je vais l'enregistrer quand même, et je vais montrer à ton existentialiste comment on chante. Voilà. Je crois qu'un jour, ils sont tous les deux à la table de travail, et ils lancent les 2 premiers vers d'une chanson, Aznavour, Le ciel bleu, etc. Non? Et c'est le début de l'hymne à l'amour. Oui. Mais là, ça arrive avec une circonstance tragique, puisque c'est l'accident d'avion et la disparition de Marcel Cerdan. Mais il a écrit les 2 premiers vers de l'hymne à l'amour, Aznavour, et quand la chanson était terminée, Piaf lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un hymne à l'amour, tiens, ce sera le titre, c'est ça? Oui. Alors il se trouve aussi qu'il y a une chanson d'Aznavour et Piaf qu'il a repris, je crois, dans des circonstances particulières. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux. Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Moi, je me souviens d'un Palais des Congrès, Gérard Davoust, où c'est la première fois qu'on a vu, et ça a été pris à la télévision ensuite, un duo virtuel. Sur l'écran, il y avait Piaf chantant ça et Aznavour dans la salle. C'était nouveau à l'époque. En effet. Très nouveau. Je crois que personne n'avait fait ça avant. Non, je ne crois pas. Non, c'était le premier, et c'était extraordinaire. Ah, et ça a fait école. Oui. Et c'est vrai qu'il avait une grande tendresse pour Piaf. Ah oui, absolument. Quand je dis, c'était à la fois sa grande sœur, je pense que c'était réciproque, mais elle était ce qu'elle était. Elle n'était pas toujours facile à vivre. Mais il l'aimait beaucoup. Et d'ailleurs, elle lui donnait de l'argent pour qu'il sorte, pour qu'il écrive des chansons, pour qu'il ait des idées. Oui, il y a eu cette époque-là, mais il s'en est assez vite lassé aussi, parce que elle était tyrannique quand elle avait les compagnons de la chanson avec elle. Il fallait que un film qu'elle avait vu et qu'elle voulait revoir, tout le monde vienne avec elle. Ouais. Et devait supporter tout ce qu'elle aimait, elle leur imposait. Et d'ailleurs, il se trouve qu'Aznavour m'a raconté un soir il s'est endormi pendant le film, et lui dit, demain tu seras privé de ce film. Et tout le monde a dit, quelle chance tu as. Et puis il y a une autre chanson qui marque les débuts d'Aznavour, et cette chanson, c'est aussi un classique. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. Alors, c'était une chanson extraordinaire parce que d'abord, c'est une chanson, il m'a dit un jour, mais c'est peut-être faux, qu'il avait vu dans un cabaret le Drap d'Or, un vieux chanteur, et que ça lui avait inspiré cette chanson. C'est vrai, Gérard Davoust? Oui, je crois que ça n'était pas, et c'est ça qui l'avait impressionné. Il était entre 2 âges, et on voyait que ça ne brillerait jamais pour lui, alors que pour Charles, c'était arrivé.
il avait comme ça souvent, dans la rue, dans la vie, pris des caractères qu'il voyait très bien en bon comédien et dont il écrivait l'histoire. Mais je me voyais déjà, tout le monde le sait maintenant parce qu'il a raconté, c'est ce qui le fait partir, mais c'est à l'Alhambra, et finalement, ça ne marche pas très bien. Et puis quand il passe et sort de scène, après s'être habillé, préparé, et qu'il avait inventé le dispositif qui fait que il tournait le dos au public pour aller vers la lumière du public qui était en fait les coulisses, on n'avait jamais vu ça parce que il s'habillait, ou enfin presque, en chantant la chanson. Et ça avait stupéfié, et c'est de là qu'il a commencé à devenir vedette, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, les jeux de scène de Charles Aznavour étaient extraordinaires. Moi, je me souviens du mouchoir jeté tous les soirs au public, et le public se précipitait. Oui, oui. Ça, c'était pour Montmartre en ce temps-là. Ouais. Et oui, c'était un jeu, le public essayait d'attraper le fameux mouchoir. Ça aussi, c'était un classique d'Aznavour, parce qu'il avait le sens de la gestuelle sur scène, il l'inventait sans arrêt. Et vous savez, son obsession dans la vie, c'était de ne pas s'ennuyer. Et il était guidé par ça. Donc, quand il refaisait des choses qu'il avait déjà faites, il voulait toujours trouver quelque chose pour se mettre en danger, et qui lui donnait le plaisir, sans quoi c'était pas la peine. Voilà. Ben, le danger, justement, on va l'évoquer à travers une autre date, le 30 mars 1963. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Davoust pour parler de Charles Aznavour, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Davoust. Aujourd'hui, Charles Aznavour aurait eu 100 ans. Vous l'avez fréquenté au quotidien pratiquement pendant 42 ans. Et on le raconte ensemble avec tout l'amour et l'amitié qu'on avait pour lui. Et on n'est pas les seuls, loin de là. Alors, 30 mars 1963, une date importante parce que c'est la première fois qu'il triomphe aux États-Unis, au Carnegie Hall, avec un spectacle pour lequel il a pris un double risque, un risque d'artiste, mais aussi un risque financier, Gérard Davoust. Alors, si je peux vous raconter un peu de ce qui arrive un petit peu avant ça, c'est-à-dire qu'il a fait la Xème tournée d'été, ou sur la Côte d'Azur, entre Saint-Raphaël et Monaco, tous les 20 kilomètres, il y a un casino, et il y croise, il est en 63, là, il y croise tous ses confrères, et tous font la même chose, et il m'a raconté, là je n'y étais pas, il m'a raconté qu'il s'est vu encore pendant des années faire entre juillet et août tous les casinos du coin, et il m'a dit je me suis vu insupportable, et comme je vous l'ai dit, comme on le sait, il s'ennuyait vite, et donc il fallait toujours de choses nouvelles, c'était ça la vie. Et donc, il me dit, je me suis vu refaire ça pendant... les autres, mes camarades, ils le faisaient déjà avant moi. Moi, c'était ma première fois, mais je ne pouvais pas m'imaginer le faisant l'année prochaine, et puis pendant 20 ans. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, conquérir l'Amérique, peut-être, pourquoi pas. Ça serait une ouverture. Oui, alors il rentre à Paris, il dit à Barclay, c'était le patron de sa maison de disques, qu'il a envie d'aller conquérir les États-Unis. Barclay m'a dit, Charles, lui a répondu, mais ils ne t'ont pas attendu. Il n'a trouvé personne pour croire en lui pour aller aux États-Unis, donc lui-même croyait assez en lui pour prendre le risque de louer le Carnegie Hall à ses frais et d'y chanter, et d'avoir le lendemain un article formidable dans le New York Times qui le sacrait vedette, ce Français sorti de rien qui tout d'un coup les avait pris
Et c'est parti de là. Et à partir du moment où il avait conquis New York, très vite, il a tourné, etc. Mais il avait réussi. Et puis, ce faisant, comme il aimait les langues, il s'est mis à chanter en espagnol, en italien et même en néerlandais. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'il parlait au public entre deux chansons. Et ça a beaucoup joué ce soir-là, Gérard Davoust. Oui, il expliquait, il avait gardé ça d'ailleurs, d'expliquer le pourquoi, parce que à l'époque, après, il avait parfaitement maîtrisé l'anglais et il était capable de chanter en 3 ou 4 langues. Je l'ai vu faire une chose que sans doute personne n'avait jamais fait avant lui, et qui est complètement fou. C'était à Miami, et il avait décidé que dans la salle, s'il chantait en anglais, bien qu'on soit en Amérique, il y avait certainement beaucoup de gens de langue espagnole, de langue française. Il a fait le tour de chant, une chanson en anglais, une chanson en français, une chanson en espagnol, une chanson en anglais, comme ça. Ce qui est une difficulté folle, parce qu'il passait chaque fois à une langue différente. Et il a fait ce tour de chant pour découvrir à la fin que dans la salle, il y avait pratiquement que des Français et des Espagnols. Mais bon, on arrive beaucoup là. Mais il a fait quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est une gymnastique qu'on n'imagine pas, parce que le parler, c'est une chose, mais le chanter en est une autre. Alors, il a fait aussi beaucoup d'autres choses, et pendant la vague yéyé, il a été l'un des rares à résister, car il a écrit des chansons pour les autres. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Charles Aznavour a écrit pour Johnny et Sylvie, les plus belles pour aller danser, et ça aussi, c'était pas évident au départ, Gérard Davoust. Il faut dire que c'est son beau-frère Georges Garvarens, compositeur, grand compositeur, dont Charles disait que c'était avec Beko et Wagner un peu le meilleur compositeur qu'il ait eu. Et c'est lui qui est allé non pas chercher Johnny, puisque en fait Charles avait pris Johnny sous son aile alors qu'il n'était que débutant. Il l'avait logé même, et il s'était occupé de lui. Il l'avait drivé parce qu'il le trouvait formidable, là où dans certaines stations de radio, on cassait son disque pour pour qu'il ne passe pas. Et Charles avait eu le dé de faire que l'un des plus grands interprètes qu'on ait eu dans la jeunesse, c'était Johnny. Oui, d'ailleurs, Johnny il a toujours demandé des conseils jusqu'à la fin de sa vie. Oui, et Johnny s'en est toujours trouvé bien. Johnny l'adorait, hein. C'était presque une relation père et fils. Exactement. Alors ça, c'est une chanson des années 60. Il y en a une autre à cette époque-là qui n'a rien à voir, mais qui a aussi été un immense succès. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Alors, ce qui est extraordinaire, cette chanson, bien, les moins de 20 ans, etc., la formule est rentrée dans le langage courant. Cette chanson est née par hasard, je crois, Gérard Davoust, sur la scène du Châtelet pendant une répétition d'une opérette qu'il avait écrite qui s'appelait Monsieur Carnaval. Oui, c'est une des chansons de Monsieur Carnaval. Voilà. Il se trouve que d'après ce que Charles m'a raconté un jour, Maurice Lehmann, directeur du Châtelet et metteur en scène, voit Aznavour pianoter pendant la répétition. Il joue une mélodie et il dit mais c'est pas mal ça. Et c'est comme ça que la bohème est née. Au départ par Georges Guettari. Oui, Guettari était sur la scène dans l'opérette. Et d'ailleurs, il a été très, très fâché quand Charles Aznavour a chanté la chanson qu'il chantait lui-même. Et cette chanson, finalement, ça correspond à sa vie de bohème aussi? Oui, c'est presque la description. Il avait effectivement habité Montmartre quand il était débutant. Et c'est presque du vécu. Il m'a raconté un jour, Charles, qu'il avait fait la vaisselle dans un restaurant, la Mère Catherine, moyennant un dîner. Et il chantait quelques chansons. Ils avaient partagé du temps où le pauvre Bernard Dimet écrivait lui aussi. Il n'était pas reconnu non plus beaucoup, mais ils ont fait ensemble des choses qui aujourd'hui encore sont à l'honneur. Oui, mais ce qui est étonnant avec Aznavour, Gérard Davoust, c'est que vous passez du Carnegie Hall à Johnny et vous arrivez à l'opérette. C'est la conclusion de la
l'opérette, c'est aussi la comédie musicale. Oui. Et donc, on a un petit bout de théâtre et on a un petit bout de chansons, de musique. Donc, au contraire, c'est le milieu naturel de Charles. Oui, et en même temps, les chansons sont très précises. Il m'a dit un jour qu'il ne considérait une chanson terminée que quand il n'avait plus un seul mot à ajouter. Ça, c'était effectivement... il passait des nuits, quelquefois, sur un mot qu'il ne trouvait pas, ou qu'il avait trouvé mais qui ne lui plaisait pas. Et c'est comme ça qu'il avait... quand on a commencé à travailler ensemble, il y a une chanson que vous avez passée tout à l'heure et qui était formidable. J'adorais cette chanson. Moi, je rentrais d'Algérie et j'ai découvert la chanson en arrivant, les deux guitares. Oui. Et il y avait là-dedans vraiment toute sa vie. Et il ne la chantait plus sur scène. Et je lui ai dit, pourquoi vous la chantez plus? Oh, parce que j'aurais voulu trouver quelque chose de mieux que du vin fort. Et comme j'ai pas trouvé l'alcool, et je lui dis, mais Charles, le vin, c'est le sang de la terre, c'est formidable, au contraire. Et il faut pas trouver autre chose. Et, alors, bon, je vous ferai plaisir, je la chanterai ce soir. Et comme ça, de temps en temps, pour me faire plaisir, il a chanté. Et puis à force, le public ne voulait plus la lâcher et il n'a plus jamais pu l'enlever. Et puis il y a une autre chanson aussi d'Aznavour très célèbre qui est liée à une histoire de l'actualité. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Alors, ce qui est extraordinaire, on a l'impression que le film et la chanson sont liés. Je crois qu'Aznavour a vu le film et ensuite a demandé l'autorisation à André Cayatte d'écrire la chanson, Gérard Davoust. Pas du tout. Ah, c'est ce qu'il a raconté à l'époque. Cayatte lui a demandé de faire une chanson. Il a fait la chanson, mais la chanson n'est pas dans le film. Ça a interrogé tout le monde. Oui. Elle a raison. C'est qu'en droit français, en Amérique, ça ne serait pas passé comme ça. Le compositeur de la musique du film avait le droit de refuser qu'on ajoute une chanson qui serait venue amoindrir ses droits. Et donc, la chanson n'est pas dans le film par la volonté du compositeur de l'ensemble de la musique. Et donc, elle a toujours été à l'extérieur et ça paraissait très mystérieux, puisque, en effet, Charles a écrit la chanson après avoir vu le film. Voilà, exactement, il a vu le film, ça certain. Et d'ailleurs, le film au départ, c'est Jacques Deray qui devait le réaliser, ça s'est pas fait, et André Cayatte a été choisi parce qu'il avait été avocat avant d'être cinéaste. Ouais. Alors, il se trouve aussi qu'à l'époque, il a une cour d'amis autour de lui, à Montfort-l'Amaury, dans sa maison. Il y a d'ailleurs un garçon qui s'appelle Claude Figus, qui a été un secrétaire de Piaf, qui est un peu son secrétaire. Et je crois qu'il a fait 3 mois de prison pour avoir voulu faire des œufs sur la... Oui, se faire cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu. Ouais. Et donc, il a été en prison direct. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait tout un tas de personnages comme ça autour de lui. C'est pas une course, c'est assez particulier. En l'occurrence, c'était autour de Piaf. Oui. Figus et compagnie, c'était Piaf. Après, Charles a eu moins de cours, ou en tout cas, par chance pour lui, sa femme a veillé, sa dernière femme a veillé à ce qu'il ne soit pas trop dévoré par... Il a reconnu après d'ailleurs que il leur avait fait la partie belle. Il payait des additions folles à Saint-Tropez de dîner, et ça, elle a mis bon ordre, et il était plus que temps. Et il y a une chanson aussi qui a surpris tout son entourage. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. Alors ça, on n'imaginait pas que cette chanson qui est devenue un classique, comme ils disent, qui était un scandale quand elle est sortie, qui a fait scandale quand elle est sortie, Gérard Davoust. Pas vraiment un scandale, mais en tout cas, a été très remarqué. Oui. Mais alors, le drôle, c'est que là, j'y étais, et il se met au piano chez lui, à Montfort-l'Amaury. Il y avait là son manager de l'époque, et une troisième personne. Et
il nous joue ça, et le manager, et il lui dit, mais qui va chanter ça? Et Charles dit, bah moi, bien sûr. Et il dit, mais tu vas faire une annonce avant, alors? Et c'était... Quelle annonce? C'était très, très, très courageux. Il n'a pas été critiqué pour ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas connaissance. En revanche, il a été remercié par une quantité immense de gens dont c'était la vie qu'il avait écrite. Et en fait, c'est le portrait d'un manager qu'il avait à une époque. Voilà. Merci pour ces précisions historiques et on va continuer à parler de Charles Aznavour à travers la date d'aujourd'hui, le 22 mai 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Davoust. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, aujourd'hui 22 mai 2024. Charles Aznavour aurait eu 100 ans et on le célèbre avec Gérard Davoust, 42 ans d'amitié, 42 ans de complicité et aussi une complicité professionnelle puisque un jour il a décidé d'acheter les éditions Raoul Breton où il a débuté et il vous a appelé Gérard Davoust. Oui, c'est peut-être pas tout à fait comme ça. Puisque c'est moi qui ai fait que il n'avait pas d'instant pensé. Il avait une idée, c'était de récupérer les premières œuvres qu'il avait écrites chez Breton. Parce que Madame Breton, qui avait repris la maison, bon, elle était très âgée. Bah, c'est Breton, elle a pris la suite de son mari pendant tout le temps, et puis en effet, elle commençait à être très âgée. Et il fallait que... Et je me suis acharné à la convaincre parce qu'elle ne voulait pas entendre que c'était sa fin. Alors, elle avait une famille éloignée qui était ses neveux, qui étaient ses héritiers. Et j'ai organisé une promesse de vente à terme et qui est arrivée 6 ans après. C'est-à-dire que à sa disparition et à un prix fixé, ses neveux seraient bénéficiaires de la somme et une autre somme lui était versée d'ores et déjà pour clore et arrêter que ça puisse partir ailleurs. Et ça a sauvé les... Mais lui n'avait au départ que l'idée, ça a été sa grande surprise, de récupérer son catalogue. Et moi, j'avais pensé que tant qu'à faire, ce serait bien de récupérer toute la maison. Il y avait Charles Trenet, Mireille et quelques autres, oui. Et Linda Lemay aujourd'hui. Ça veut dire que ça a été vraiment un sauvetage de la dernière maison d'édition française, finalement. Oui, certainement, oui. Alors, ce centenaire, il y a quelques années, Charles Aznavour évoquait la possibilité d'être sur scène ce soir. Et il en a parlé, il avait différentes idées. Il parlait de la Concorde, du Trocadéro. Trenet lui avait suggéré de Bercy pour dire au revoir et Bercy. Oui. C'est vrai qu'il y pensait très sérieusement, Gérard Davoust. Oui. À partir d'un certain âge, je crois qu'à peu près tout le monde pense que le temps est compté, mais de façon très très précise. Donc il espérait être centenaire, mais c'était pas du tout certain. Et il imaginait ce qu'il pourrait faire s'il atteignait l'âge. En même temps, ça le distrayait. Oui, parce que la scène, c'était sa vie. Il ne pouvait pas vivre sans la scène. Oui. Ça, vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu fatigué avant la scène et en pleine forme après la scène. Oui, oui. Bah, ça, c'est l'adrénaline. Oui. Hein. Ça marche toujours sur à peu près tout le monde, les artistes. Mais sa vie, c'était vraiment ça. Et la preuve, c'est que d'ailleurs, il est allé faire ses 2 concerts au Japon qui n'ont pas arrangé sa santé. Et il a fait ça le plus vite possible, comme toujours, c'est-à-dire au lieu d'y rester, puisqu'il faisait 2 concerts, il pouvait mettre un grand temps entre les 2 et faire ça en 1 mois et revenir, alors que là, il a fait ça en moins de 15 jours. Oui, ce qui était épuisant pour lui. Les docteurs ont dit que c'est ce qui lui avait été fatal. Oui, parce qu'en plus, je crois qu'il est resté dans un aéroport pendant des heures, Oui. en transfert, et que ça n'a pas arrangé les choses. Oui.
Alors, il se trouve aussi qu'il était une légende aux États-Unis. Les derniers concerts aux États-Unis, au Carnegie Hall et au Radio City Music Hall, étaient mais phénoménaux. Je me souviens de son émotion au Radio City Music Hall où la 7e avenue avait été interrompue. Et que donc il était la cause de ça. Et s'il me disait dans les coulisses avant d'aller chanter, c'est quand même extraordinaire. J'arrête la circulation de la 7e avenue et je suis arrivé là en passant par la police et la contrainte, puisqu'ils étaient arrivés sans visa, sans rien. C'est extraordinaire. Parce que on avait tout bloqué, pas tellement il y avait de monde et tellement on recherchait Charles Aznavour. C'était extraordinaire. Alors, les États-Unis aussi, c'est lié à une chanson d'un film. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Cette chanson, d'abord, c'est écrit pour une série télévisée britannique, Seven Faces of Woman. Oui. Et puis, dans le film Coup de foudre à Notting Hill, on l'entend à 2 reprises. Oui. C'était pas prévu, ça? C'était prévu que, c'est-à-dire les producteurs demandent à Charles s'il veut bien chanter la chanson, faire la musique, etc. Et évidemment, au départ, c'était un texte français. Oui. Et il y a un adaptateur qui va faire la version anglaise. Et la chanson, ensuite, a accroché formidablement les radios. Et c'est parti. C'est une série anglaise. Et en fait, c'est aux États-Unis que ça explose aussi. Et tellement bien que la chanson, vous le savez, a été reprise dans le film Coup de foudre à Notting Hill. Voilà. Et d'ailleurs, je me souviens d'une rencontre. J'étais avec Michel Drucker et Charles Aznavour en Provence, et Hugh Grant était à côté de nous. Et Hugh Grant a rencontré Charles. Ça a été un grand moment pour lui. Je ne sais pas si vous le savez. Je savais parce qu'il me l'avait raconté, mais je n'étais pas là. Voilà. Et c'était vraiment un moment d'émotion parce qu'il rencontrait l'auteur de la chanson d'un film culte. Alors justement, le cinéma, c'est important pour lui. Alors, il y a d'abord eu la chanson, mais après on parle de cinéma. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Là aussi, c'est un classique de Charles Aznavour, que les compagnons de la chanson, que tout le monde a repris, qui sert de générique pour les Molières. Mais c'est vrai que le comédien, la comédie, c'était très important. Il a tourné un nombre de films que certains acteurs professionnels n'ont même pas envisagé. C'est vrai. C'est vrai, et il aimait autant ça que... Ce qu'il aimait pendant les tournages, c'était aussi qu'il y avait énormément de temps libre. Oui. Et alors, il en profitait pour écrire, pour rentrer dans son ordinateur des idées, des textes. Comme c'est quelqu'un qui ne pouvait pas rester inactif. Oui, et alors on ne le sait pas toujours, mais il a débuté à 12 ans au cinéma, et il n'est pas au générique de La Guerre des Gosses et des Disparus de Saint-Agile. Oui. Et c'est pas au générique qu'on le voit enfant. Avec Eric von Stroheim. Exactement. Alors, il se trouve qu'il avait aussi une culture cinématographique incroyable. Il avait un nombre de DVD hallucinant, Charles Aznavour, Gérard Davoust. Oui, il y a eu d'ailleurs un catalogue fait par quelqu'un dont j'oublie le nom, parce que là, j'oublie tous les noms, et qui avait pris la peine de répertorier tous les films, même où il avait eu un petit rôle, une apparition, etc. Et c'est un travail très, très important et très utile parce que on n'imagine pas toute la part qu'il a donnée, mais il était boulimique, non pas du travail, même s'il disait toujours le travail c'est la première des choses, mais surtout de l'occupation. C'est-à-dire ne pas être désœuvré, ça c'était pas possible. On est bien d'accord. Ah. Et puis il a aussi beaucoup donné pour son pays d'origine. Ambassadeur suisse pour l'Arménie. Oui. Il avait sa plaque d'immatriculation. Oui. C'était important pour lui, pas au départ, mais c'est venu après. Oui, mais il n'imaginait pas. C'est normal quand même, son parcours. Comme il n'était pas du tout mégalomane, on a pu croire que pas du tout. Et il n'imaginait pas devenir un jour
et non pas ambassadeur de bonne volonté, un vrai ambassadeur en Suisse d'Arménie. Et d'ailleurs, il y a un musée à Aznavour en Arménie aujourd'hui. Oui, son fils Nicolas, qui est son exécuteur testamentaire, et sa femme ont pris la suite de l'œuvre que Charles avait ouvert au moment où inauguré, au moment où il y a eu le tremblement de terre et où l'Arménie a été si malmenée. Et il s'est consacré énormément. Je l'ai vu ne pas dormir, arriver de voyage, fatigué comme tout. Et il y avait une émission à faire. Il m'a dit, j'ai promis, j'irai, voilà. Bien sûr. Et il a fait énormément pour cette fondation. Et ce qu'il n'aura pas vu, c'est que son fils et la femme, son fils, ont repris en main cette fondation et en ont fait une association qui compte, alors qu'il y a eu le désastre du Haut-Karabakh et qu'il y a des veuves et des orphelins et que l'association prend en compte. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Une autre chanson aussi qui est un classique de Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. J'ai le sentiment qu'il a toujours eu 20 ans jusqu'à la fin, Gérard Davoust, Charles Aznavour. Il a toujours eu 20 ans, et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il avait 23 ans, parce que ça c'est un texte de maturité, et cet homme-là a écrit ce texte, pas complètement, mais une partie, à ce qu'il m'a dit, parce qu'un jour, je disais quand même, il y a longtemps qu'elle existe, cette chanson, c'est étonnant, c'est vraiment un texte de grande maturité. Et il m'a dit, oui, j'avais 23 ans, je n'ai pas trouvé la musique, et c'est pour ça qu'elle a traîné pendant longtemps, et c'est vrai qu'il y avait plein de choses dans les tiroirs qui traînaient, et j'ai trouvé la musique beaucoup plus tard, mais le principal du texte, j'avais écrit à 23 ans. C'est fou. C'est fou, ouais. Alors, ce qui est fou aussi, c'est cette chanson, un conseil qu'il n'a pas suivi. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. À sa disparition, il avait encore 40 chansons en réserve qu'il devait enregistrer. Il a travaillé jusqu'au bout, Charles Aznavour. Oui, sauf qu'en fait, ça s'appelait comme ça, mais pour lui, c'était pas du travail. C'était de l'occupation, de sa pensée. Et il faisait des choses. Et il a toujours eu besoin de faire des choses. Et jusqu'au bout, il a écrit. Et un jour, à New York, il rencontre Thierry Leluron. Ils déjeunent ensemble. Et il écrit une chanson qui est devenue un classique. Où nous reverrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour n'importe où. C'est vrai que cette chanson, c'est aussi un classique et c'est une beauté incroyable. Alors, Thierry lui avait demandé de lui écrire une chanson de sortie de scène. Et il lui a donc écrit ça. Et pendant longtemps, Thierry étant parti, il ne pouvait pas la chanter. Et puis, il s'est forcé, mais c'était terrible. Il a eu beaucoup de peine du départ de Thierry, comme nous tous, je dirais. Oui, et donc Charles Aznavour nous a quittés, mais je crois que vous avez été l'un des derniers à le voir le vendredi précédent son départ, Gérard Davoust. C'était formidable parce qu'il revenait donc de ces 15 jours ou 12 jours de Japon. Pendant son séjour, je m'inquiétais beaucoup parce que il s'était cassé le bras. Il était pas dans une forme éblouissante, en même temps il était très solide, et j'avais téléphoné le deuxième soir au Japon, calant sur l'heure, et j'avais eu son secrétaire, puis il me l'avait passé, et il avait eu cette phrase formidable. Il m'avait dit: je vais très bien, je suis heureux comme tout, ces gens-là sont formidables, ils me font des ovations debout et ils ne comprennent pas ce que je chante. Et c'est vrai que bon, il a beaucoup travaillé, il aurait dû vivre jusqu'à 100 ans. Oui, il espérait bien vivre jusqu'à 100 ans, et il aurait
tellement mérité parce que ça restait un jeune homme. C'est resté un jeune homme toute sa vie, comme vous, Gérard Davoust. À mon avis, il y a un mimétisme entre vous deux. Je précise que vous avez écrit un livre avec Éric Berchotte qui s'appelle Aznavour vu de dos au Cherche Midi. Si on veut savoir d'autres choses sur vous, que ce livre existe encore et que vous avez eu le mérite de l'écrire, c'était pas votre but au départ. C'était pas prévu du tout. J'ai entraîné après Éric Berchotte avec moi parce que je ne voulais faire qu'une contribution, et c'est à peu près ce que j'ai fait de plus parce que c'est difficile de parler le mieux possible de quelqu'un qu'on a aimé et j'ai d'ailleurs, je voulais pas, je ne sais pas si il y aura beaucoup de droits, mais en tout cas elles vont à la fondation. En tout cas, vous en parlez très bien avec émotion de Charles Aznavour qui nous manque parce qu'il était unique. Merci Gérard Davoust d'avoir évoqué cette mémoire de cet homme unique et puis continuer à la défendre et continuer à aimer, à défendre la chanson française. Merci à vous, Jacques, qui avez fait beaucoup aussi pour Charles Aznavour. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.